vais vous rappeler un peu ce qu'est l'épilepsie en général, tant d'un point de vue clinique que d'un point de vue des mécanismes ou de la cause de l'épilepsie en tant que telle. Je vais parler de ce qu'on appelle l'EEG intracrânien, qui est la mise en place d'électrodes littéralement à l'intérieur du cerveau pour pouvoir enregistrer l'activité électrique de manière plus précise, qui est une technique chirurgicale. Je vais parler des différentes techniques chirurgicales pour essayer de traiter ou de diminuer les crises d'épilepsie, qui est la résection, qui est en fait enlever une portion du cerveau épileptique, l'ablation, qui consiste à brûler la région responsable de l'épilepsie, souvent par le biais d'un laser, la déconnexion, qui consiste en séparer différentes régions du cerveau en empêchant leur communication entre elles pour éviter en fait la propagation des crises et améliorer donc le devenir. Et finalement, ce qu'on appelle la neuromodulation, qui consiste à mettre des électrodes pour essayer de stimuler des régions du cerveau afin de contrôler également les crises. Je vais vous parler ensuite des différentes perspectives futures avant de conclure. Donc, qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie? En fait, une crise d'épilepsie, ce sont des décharges neuronales, donc des décharges des cellules nerveuses du cerveau, qui sont anormales et qui vont résulter ou qui vont amener des changements comportementaux. Quand je dis changements comportementaux, ça peut être des engourdissements, des picotements, ça peut être des mouvements moteurs, des tremblements répétés, ça peut être des changements au niveau de la vision. Donc, c'est juste quelque chose qui va engendrer des symptômes neurologiques en lien avec ces décharges neuronales. Et puis, pourquoi on a de l'épilepsie? C'est parce que les neurones en tant que tels sont très excitables, facilement excitables, et ils sont synchronisés. Donc, il y a plusieurs neurones qui, entre eux, sont synchronisés et peuvent être hyper excités de manière, comme je disais, de manière synchronisée, donc en un seul temps. Donc, c'est ça la cause, en fait, de l'épilepsie d'un point de vue plus mécanistique. Et on parle de quelqu'un qui a de l'épilepsie ou on parle d'épilepsie ou d'un patient atteint d'épilepsie lorsqu'il y a une survenue de plusieurs crises, de manière générale. On a des définitions plus précises, mais c'est ce que c'est, en fait. Un patient qui a une crise d'épilepsie n'est pas nécessairement, entre guillemets, épileptique. Ça nécessite, dans la majorité des cas, la survenue de plusieurs crises. Et en général, on peut parler de deux grands types de crises d'épilepsie. Le premier type de crise est une épilepsie qui est dite focale. Donc, l'épilepsie provient d'une seule région du cerveau, d'une seule sous-région du cerveau, d'un seul côté du cerveau et d'une seule sous-région du cerveau avant de potentiellement, éventuellement se propager ailleurs. Alors qu'on parle d'une crise dite généralisée lorsque tout le cerveau, mais en fait les deux côtés du cerveau, sont d'emblée impliqués au début de la crise. Donc, je répète, épilepsie focale lorsque ça provient d'une sous-région du cerveau et l'épilepsie généralisée lorsque les deux côtés du cerveau sont impliqués dès le début des crises. Et ces deux types de crises peuvent être traités chirurgicalement par différentes méthodes. Puis on va y venir. On a une classification de la Ligue internationale contre l'épilepsie qui nous permet un peu mieux de caractériser les crises. Donc, le but, ce n'est pas de vous expliquer ça en détail, mais vous mentionnez qu'il y a on a des classifications assez utilisées, standardisées, qui nous permettent de bien comprendre comment s'organiser les crises et d'avoir une meilleure communication entre nous pour pouvoir mieux traiter ces crises-là. Pourquoi c'est important de traiter l'épilepsie? Je pense que je n'ai pas besoin de convaincre plusieurs d'entre vous, en fait, mais je pense que c'est important de comprendre les chiffres. Donc, il y a 1% de la population en Amérique du Nord qui est atteinte d'épilepsie et il y a environ une personne sur 4, donc 25%, une personne sur 25, donc 4% de la population qui va avoir une crise au moins une fois dans sa vie. Donc, c'est très prévalent, c'est très fréquent. Et lorsqu'on parle d'épilepsie, il y a environ 300 000 Canadiens qui sont atteints d'épilepsie, ce qui correspond à environ 80 000 Québécois. Il y a 50 millions de personnes à travers le monde qui sont atteintes d'épilepsie, 5 millions qui sont diagnostiquées par année, et ça représente ce qu'on appelle 1% de la charge médicale mondiale. Donc, en d'autres termes, c'est très fréquent comme maladie et ça peut avoir des impacts significatifs. Donc, ça a un impact important sur la, entre guillemets, charge médicale. Et c'est important de diagnostiquer et de traiter l'épilepsie le plus rapidement possible parce que ça peut avoir un impact sur la santé physique, un impact sur la santé mentale, un impact sur la santé dite cognitive, donc le langage, la mémoire, la planification, l'organisation des idées, etc. Et même une atteinte, ce qu'on appelle psychomotrice, c'est-à-dire une atteinte de l'état d'éveil qui nous permet d'effectuer des tâches de manière assez active, si on veut. Et donc, ça peut avoir un impact important sur la qualité de vie des patients qui sont atteints de cette maladie.
vous le savez tous, je pense, ou la plupart d'entre vous le savent, la première ligne de traitement, donc lorsqu'on est un patient qui est diagnostiqué avec l'épilepsie, on commence avec des médicaments anticrise, ce qu'on appelle parfois des médicaments antiépileptiques ou des anticonvulsivants, mais le terme officiel, c'est médicaments anticrise. Et on parle d'une épilepsie dite réfractaire ou pharmacorésistante, c'est-à-dire résistante aux médicaments, lorsqu'on a essayé 2 médicaments anticrise de manière ce qu'on appelle bien tolérée et adéquatement choisie par votre neurologue. Eh bien, en d'autres termes, lorsqu'on a essayé ces 2 médicaments-là et qu'il n'y a pas une bonne réponse, donc il n'y a pas un contrôle de l'épilepsie, à ce moment-là, on parle d'une épilepsie qui est réfractaire pharmacorésistante. Puis la raison pour laquelle on utilise le chiffre 2, c'est parce que si on regarde les différentes études qui ont été faites, lorsqu'on donne un médicament anticrise, il y a 50% des patients qui répondent. Lorsqu'on ajoute un deuxième, il y a environ 13% des patients qui répondent. Mais lorsqu'on sera en troisième, quatrième, cinquième, sixième, il y a très peu de patients qui répondent s'ils n'ont pas répondu aux 2 premiers médicaments. D'où le fait qu'on utilise ce cut-off-là, si on veut, nous mentionnant que lorsqu'on a atteint 2 médicaments anticrise, à ce moment-là, c'est résistant aux médicaments. Et à ce moment-là, on peut considérer d'autres approches que d'ajouter des médicaments. Donc, le traitement de l'épilepsie, si on revient, il y a 70% des patients qui répondent aux médicaments anticrise et comme je l'ai mentionné, il y a 30% qui ne répondent pas. Donc, ce sont les patients qui ne répondent pas, encore une fois, à 2 médicaments anticrise. Et de ces 30%-là, il y a le tiers, donc 10% de tous les patients épileptiques qui sont des candidats chirurgicaux, ce qui correspond à 10 000 Canadiens ou 5 millions de personnes à travers le monde. Donc, on a des algorithmes de traitement. Donc, en d'autres termes, comment est-ce qu'on décide de traiter un patient avec épilepsie? Donc, on commence, comme j'ai mentionné, avec un traitement médical, donc le traitement des médicaments anticrise. Il y a 65 à 70% des patients, comme j'ai mentionné, qui répondent. Mais pour l'autre tiers des patients qui ne répondent pas, on dit que c'est une épilepsie, encore une fois, dite réfractaire. Et là, on fait des tests plus approfondis, en fait. Souvent, ça inclut des EEG plus poussés ou plus détaillés. Ça va inclure des imageries médicales assez détaillées aussi. Et si on a assez d'informations avec ces tests-là, on peut envisager le traitement chirurgical, donc la chirurgie directe. Dans certains cas, ces études-là ne sont pas assez précises et à ce moment-là, il faut faire une étude invasive, donc mettre des EEG intracrâniennes, donc des électrodes en profondeur pour mieux comprendre l'épilepsie. Donc, le traitement chirurgical, par contre, il faut absolument le considérer et il faut le considérer chez tous les patients qui sont résistants aux médicaments anticrise. Donc, tous les patients qui ont résisté à 2 médicaments anticrise bien tolérés, à ce moment-là, il faut considérer l'approche chirurgicale. Ça ne veut pas dire le faire nécessairement, mais le considérer. Parce que la chirurgie mène à un contrôle des crises ou une absence de crise chez plus de la moitié des patients et une amélioration de ce qu'on appelle la qualité de vie. Donc, ce sont des échelles de qualité de vie qu'on utilise, un peu standardisées, et on voit qu'il y a une amélioration de la qualité de vie avec le temps chez les patients qui sont bien traités chirurgicalement assez précocement. Donc, il n'y a pas trop de délai vers la chirurgie. Mais je vous parle de la chirurgie comme étant un peu miraculeuse, mais on fait face à des défis en chirurgie d'épilepsie, qui est d'avoir un équilibre entre contrôler les crises, donc enlever la région, traiter la région qui est responsable des crises, donc cela, mais il faut également s'assurer de préserver la fonction neurologique. Je m'explique. Si une épilepsie qui provient d'une certaine région du cerveau et qu'on enlève cette région du cerveau, mais que cette région-là a une fonction importante, on peut parler d'une fonction de motricité, donc être capable de bouger le bras, être capable de sentir sa main, être capable de bien voir. Donc, si on enlève ces régions-là, ça va mener à des déficits importants et une atteinte de la qualité de vie. Donc, même si on arrive à contrôler les crises, il ne faut pas non plus mener à des déficits neurologiques importants. Donc, il faut toujours avoir un certain équilibre entre les deux et on pèse cela dans la balance. Et il y a eu un changement complet dans les 20-25 dernières années de comment on comprend l'épilepsie. Donc, initialement, l'épilepsie dite focale, comme je vous ai mentionné, donc une épilepsie qui vient d'une sous-région du cerveau, on pensait que c'était simplement causé par le cortex, donc la matière grise du cerveau, une région de la matière grise qui était anormale. Il est maintenant clair dans les dernières années que même les épilepsies dites focales, donc qui proviennent d'une sous-région, sont non seulement causées par une anomalie du cortex ou de la matière grise, mais aussi de la matière blanche en dessous, donc qui est en lien, qui est relié à ce cortex-là. Donc, en d'autres termes, il y a un réseau épileptique composé de régions, ici vous voyez des différentes couleurs, qui sont des régions du cortex de la matière grise, mais qui sont reliées par de la matière blanche, ici illustrée par des lignes rouges, qui relient ces différentes régions entre elles. Et donc, l'épilepsie provient non seulement de la matière grise, mais aussi de la matière blanche sous-jacente au sein de ce réseau épileptique.
Et donc, nous, on doit prendre en compte ce réseau épileptique-là lorsqu'on considère la chirurgie. Mais avant de faire la chirurgie, comme je l'ai mentionné, il nous faut des investigations dites préchirurgicales, donc souvent des investigations par imagerie. Et la raison pour laquelle on veut faire tous ces tests-là, c'est qu'on sait qu'on a un bon contrôle épileptique lorsque la zone épileptogène, ou en d'autres termes, la zone d'où proviennent les crises, est retirée. Lorsqu'on arrive à bien l'identifier et bien la retirer, à ce moment-là, on s'amène à un bon contrôle des crises. Et il y en a plusieurs tests non invasifs qui nous aident pour cela. Non invasifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chirurgicaux. Donc, ce sont des tests qui, principalement, sont des tests par imagerie ou des tests dits électrophysiologiques, comme des EEG, électroencéphalogrammes. Donc, ces tests-là, on les fait parce qu'ils peuvent nous permettre de bien identifier d'où proviennent les crises. Et nous, les chirurgiens, notre scénario idéal, c'est lorsqu'on a une seule zone épileptogène, donc zone d'où provient l'épilepsie, qui est identifiée, et lorsque cette région-là, elle est dans une région dite non éloquente, c'est-à-dire qu'elle vient d'une région qui n'a pas de fonction très, entre guillemets, importante. Donc, évidemment, tout le cerveau a des fonctions, mais il y a certaines fonctions qui sont plus importantes pour la vie quotidienne et d'autres qui le sont, entre guillemets, un peu moins. Donc, si on arrive à identifier la zone d'où provient l'épilepsie et qu'elle est dans une région qui n'a pas de fonction très importante, mais c'est le scénario idéal. Je vais vous montrer quelques photos de cerveau. Donc, si certains d'entre vous sont un peu plus sensibles à cela, je vais essayer de vous avertir. Donc, la diapositive suivante, on va voir un cerveau. Donc, nous, on peut considérer une chirurgie directe. Okay? Donc, direct veut dire d'emblée, sans faire d'études poussées. Lorsque les tests non invasifs, donc l'imagerie et l'électroencéphalogramme, nous identifient clairement l'origine des crises et que la zone épileptogène, elle est dans une région non éloquente. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on est capable avec l'imagerie et l'électroencéphalogramme de savoir d'où provient l'épilepsie, à ce moment-là, on peut d'emblée aller potentiellement faire une résection, donc aller retirer la région responsable des crises, comme vous pouvez voir ici, ou une ablation qui consiste à aller brûler la région responsable des crises. Mais dans certains cas, malheureusement, on n'est pas capable, juste avec ces tests, entre guillemets, classiques ou standards, d'identifier d'où proviennent les crises. Alors, pour certains patients, on nécessite de faire ce qu'on appelle une étude EEG intracrânienne qui consiste à la mise en place d'électrodes directement apposées sur le cerveau, contact direct du cerveau, ou insérées en profondeur dans des structures profondes dans le cerveau ici. Donc, ce sont les électrodes intracrâniennes et les deux méthodes, ce sont des grilles soudurales et des électrodes profondes, deux techniques différentes. Mais nous, nos indications, quel cas nécessite, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est lorsque les tests classiques, standards, non invasifs ne nous permettent pas de bien identifier d'où provient l'épilepsie. Et ces scénarios-là sont lorsqu'il n'y a pas de lésion visible à la résonance magnétique. Donc, on fait une IRM, on ne voit pas vraiment de lésion claire. À ce moment-là, il nous faut des tests plus poussés. Lorsque les tests non invasifs, ils sont discordants. Donc, lorsqu'un test nous dit « Ah, ça vient de telle région », l'autre nous dit « Ça vient de telle autre région », mais ce n'est pas suffisant. Et lorsque la lésion causant l'épilepsie, elle est étendue, ou lorsqu'il y a plusieurs lésions à l'IRM, à ce moment-là, on n'a pas assez d'informations pour nous dire « Ah, ça vient de telle région spécifique ». Alors, on nécessite cette étude EEG intracrânienne. La plupart du temps, on effectue cette étude-là par le biais de ce qu'on appelle la stéréoélectroencéphalographie. C'est un terme que vous allez entendre, la SEEG, qui consiste à mettre les électrodes en profondeur. Donc, je reviens en arrière. Il y a deux méthodes, soit les grilles soudurales, comme je mentionné, apposées sur le cerveau, ou les électrodes profondes, qui sont les électrodes dites SEEG. Donc, on insère ces électrodes de manière chirurgicale en profondeur du cerveau pour échantillonner différentes régions du cerveau et mieux comprendre d'où provient l'épilepsie. Donc, on fait cette chirurgie-là, on met les électrodes en place et ensuite, le patient, en fait, va rester dans l'unité de monitoring d'épilepsie, dans sa chambre, pendant 1 à 2 semaines. On va enregistrer des crises et grâce à ces électrodes mises en profondeur, on peut mieux caractériser et mieux cibler spécifiquement d'où proviennent les crises parce que les électrodes sont directement en contact avec les régions potentiellement responsables de l'épilepsie. Et donc, nous, ça nous indique d'où provient l'épilepsie. Et dans un deuxième temps, on peut faire une autre chirurgie pour aller resséquer, donc enlever ou brûler la région responsable des crises lorsqu'on l'a bien identifiée avec cette électrode, avec ces électrodes. Il va pas y avoir un problème avec l'image. C'est vraiment genre sur le moment parce que. Donc, l'étude EEG intracrânienne, comme je mentionné, principalement réalisée par la SEEG, la stéréoélectroencéphalographie.
Un des avantages de la SEEG par rapport à l'autre technique qui est la grille, c'est qu'il y a moins de risques de complications. C'est plus confortable. On peut échantillonner plus de structures, incluant des structures profondes. On peut retirer les électrodes lorsque c'est terminé au chevet, donc dans la chambre en tant que telle. Et on a potentiellement une meilleure compréhension de l'épilepsie, d'où provient l'épilepsie, donc ce qu'on appelle le réseau épileptique. Et vous pouvez voir ici les images. Donc ça, c'est notre planification ici, les images à droite de où est-ce qu'on va mettre les électrodes. Encore une fois, avec un modèle tridimensionnel, on voit les électrodes. Et ça, c'est vraiment une photo d'une chirurgie que j'ai récemment réalisée. On a mis vraiment les électrodes chirurgicalement. C'est inséré, ces électrodes sont insérées par des incisions millimétriques et sont mis en place. On voit ici des boulons qui sont mis en place et les électrodes sortent à travers la peau et ensuite sont connectées sont connectées par notre système d'enregistrement et on peut enregistrer, comme j'ai mentionné, dans l'unité de monitoring pendant 1 à 2 semaines pour comprendre d'où proviennent les crises, pour éventuellement, en deuxième temps, faire une chirurgie. Donc, ces chirurgies en question, donc la première chirurgie dont je vous ai parlé, c'est pour comprendre d'où proviennent les crises, mais ça ne traite pas l'épilepsie. C'est juste pour mieux identifier d'où proviennent les crises. Ensuite, on a d'autres techniques chirurgicales. Donc, ce qu'on appelle la résection, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on fait une incision un peu plus large, on résèque, donc on enlève une partie du cerveau. Ou on peut faire, dans certains cas, une ablation qui, la plupart du temps, par le biais d'une ablation au laser. Donc, on peut insérer un laser par une incision millimétrique à la cible et brûler la région en question. On peut, dans certains cas, faire des déconnexions, donc déconnecter 2 régions du cerveau pour pouvoir mieux contrôler la propagation ou l'organisation des crises d'épilepsie. Et on peut, dans certains cas, faire de la neuromodulation qui consiste en des électrodes qu'on peut mettre à différents endroits pour mieux contrôler l'épilepsie en tant que telle en envoyant des chocs électriques, si on veut, ou des courants électriques qui vont arrêter les crises en tant que telles. Et chacune ont leurs indications spécifiques. Je vais commencer par la résection. Donc, pour pouvoir réaliser une résection, donc enlever une partie du cerveau responsable de l'épilepsie, il faut en premier lieu comprendre d'où provient l'épilepsie, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ça nous nécessite toutes les imageries standards, les électroencéphalogrammes standards, et dans certains cas, comme je l'ai mentionné, des électrodes profondes de SEEG pour identifier d'où provient l'épilepsie avant de faire la résection en tant que telle. Et donc, la résection, elle est faite pour une épilepsie qui provient d'une région spécifique, donc dite épilepsie focale. Et idéalement, lorsque cette région-là n'est pas dans une région qui a une fonction importante, parce que comme j'ai mentionné tout à l'heure, si on résèque une région importante qui a une fonction, mais ça peut mener à des déficits neurologiques et donc à une atteinte de la qualité de vie, et ce, même si on traite les crises en tant que telles. Je vais vous montrer un cas illustratif qui est un vrai cas, en fait. Donc, encore une fois, il peut y avoir des vidéos chirurgicaux ou des photos. Si vous êtes sensible à cela, je vous invite à ne pas regarder la prochaine diapositive. Donc, ça, c'est un homme de 25 ans qui a une épilepsie qui provient du lobe temporal, donc une région du cerveau, malgré être sur 2 médicaments anti-crise. Donc, sa sémiologie, qui sont les manifestations cliniques durant les crises, donc qu'est-ce que le patient ressent durant les crises, sont des déjà-vus, donc des sensations d'avoir déjà vu une scène dans le passé, une sensation de chaleur épigastrique. Donc, c'est de la chaleur au niveau de l'estomac qui peut remonter des fois jusqu'à la gorge. Et parfois, il avait des automatismes du bras droit, donc des mouvements répétés, involontaires de son bras droit. L'électroencéphalogramme ou l'EEG montrait que ça suggérait que ça provenait de la région temporale droite, donc la région du lobe temporal. Et la résonance magnétique montrait qu'il y avait 2 structures du lobe temporal qui s'appellent l'hippocampe et l'amygdale, qui sont entre autres responsables de la mémoire, qui étaient élargies, donc anormaux. Donc l'IRM montrait qu'il y avait des régions anormales dans le lobe temporal. Donc dans ce cas-ci, nos options chirurgicales sont de soit faire ce qu'on appelle une lobectomie temporale. Donc ça consiste, comme vous pouvez voir ici en rose, à enlever une portion du lobe temporal, incluant l'amygdale et l'hippocampe qui font partie du lobe temporal. Et donc, de réséquer, comme vous pouvez voir ici, ça, ce sont des images là, chirurgicales où on voit vraiment le lobe temporal, l'hippocampe ici qu'on peut voir ici en blanc, et ce qu'on peut voir, la résection ou la cavité chirurgicale lorsque le lobe temporal est enlevé, ici à gauche. Et on pourrait faire une autre option qui est la chirurgie au laser, qui consiste à insérer des électrodes en profondeur, je devrais dire des sondes en profondeur, et brûler la région responsable de l'épilepsie, dans ce cas-ci, l'amygdale et l'hippocampe. Je vais revenir en détail sur l'approche au laser prochainement. Donc, dans notre cas, on a utilisé des méthodes assez sophistiquées pour comprendre comment était organisé le réseau épileptique, certes, mais aussi
des faisceaux de matière blanche importants à préserver durant la chirurgie. Quand on fait une chirurgie du lobe temporal, un des faisceaux importants à préserver, ce sont les radiations optiques, qui sont les faisceaux de matière blanche responsables de la vision périphérique. Et on a pu voir dans ce cas-ci de ce patient-là que la vision périphérique était préservée et que le faisceau responsable de la vision périphérique était préservé. Et donc, il fallait absolument l'éviter. Et on a fait une approche assez particulière qui est novatrice, qui consiste en faire enlever l'amygdale et l'hippocampe par le biais d'une incision littéralement dans la paupière. Donc, ce qu'on appelle une approche transorbitaire. Donc là, je vais vous montrer des segments de la chirurgie. Donc, encore une fois, si vous êtes sensible à ça, je vous invite à ne pas regarder. Donc ici, c'est une incision qui est faite dans la paupière et on rentre littéralement à l'intérieur de l'orbite, qui est la région osseuse qui contient l'œil. Donc, on rentre à l'intérieur de l'orbite. On arrive à rentrer littéralement dans le lobe temporal où on voit les structures importantes du lobe temporal qu'on continue à enlever. Ici, on voit de l'amygdale qu'on peut voir ici et l'hippocampe un peu plus tard et on utilise des instruments chirurgicaux assez sophistiqués qui nous permettent d'enlever littéralement les régions importantes donc qui sont qui sont responsables de l'épilepsie. Ici, c'est l'hippocampe, le gyrus parahippocampique qui est une autre structure du lobe temporal et d'autres structures épileptogènes. Donc, on peut voir ici tout ce qu'on a pu resséquer. On continue à resséquer. Et ça, c'est tout fait par une incision qui est réalisée au sein de la paupière en rentrant, en tassant l'œil et rentrant juste à côté de l'œil pour se rendre jusqu'à cette structure-là. Donc, c'est vraiment une chirurgie qui est vraiment novatrice et qui est super, qui peut être très utile dans certains cas. Donc, je vous épargne les détails. Mais ce que je peux vous montrer, c'est que sur la résonance magnétique après la chirurgie, on a été capable d'enlever toute l'hippocampe, toute l'amygdale, et on a préservé le faisceau de matière blanche que vous pouvez voir ici, qui est responsable de la vision périphérique, qui s'appelle les radiations optiques. Et donc, vous pouvez voir ici, la chirurgie a tout été faite par une incision au sein de la paupière. Vous pouvez voir l'incision ici, donc il y a un super beau résultat esthétique. Il n'y a pas de grosses incisions qui sont faites au niveau du cuir chevelu. Le patient n'a pas eu de déficit neurologique, il n'a pas de crise depuis la chirurgie qui a eu lieu il y a 1 an. Donc, c'est vraiment un beau résultat. Quand on fait des résections, comme vous pouvez voir ici, de règle générale, on essaie de catégoriser les épilepsies en 2 grandes catégories, qui sont les épilepsies temporales, donc qui proviennent de la région temporale, et les épilepsies dites extratemporales, qui proviennent des régions à l'extérieur du lobe temporal, qui peut être le lobe occipital, qui se retrouve à l'arrière, le lobe pariétal, qui est juste un peu plus en avant, ou le lobe frontal, qui est un peu plus en avant. Il y a une autre région qui s'appelle l'insula, qui est en profondeur du cerveau. Donc, en général, les chirurgies pour l'épilepsie qui proviennent du lobe temporal ont des meilleurs résultats que les épilepsies qui proviennent des régions à l'extérieur du lobe temporal. Et on peut rentrer dans les détails de l'épilepsie du lobe temporal, l'épilepsie du lobe frontal, l'épilepsie de ce qu'on appelle le cortex postérieur ou l'épilepsie dite insulaire, donc des différentes régions. Et vous pouvez voir les résultats à long terme. Engel 1 veut juste dire c'est une échelle qu'on utilise de succès chirurgical. Et lorsqu'on a un Engel 1, cela veut dire que le patient n'a plus de crise, donc il y a une disparition complète des crises. Et vous pouvez voir que la majorité des patients, peu importe la localisation, ont quand même un bon contrôle des crises, à l'exception près peut-être l'épilepsie du lobe frontal qui a un peu moins de bons résultats que les autres types d'épilepsie. On a une autre option qui est l'ablation au laser, qui est une autre technique en fait, qui nous permet de brûler des régions responsables de l'épilepsie, encore une fois, par le biais d'une incision millimétrique. Donc, tout comme la chirurgie de résection, il faut d'abord identifier d'où provient l'épilepsie, soit par des tests standards d'imagerie ou en utilisant l'électroencéphalogramme. Et donc, c'est fait pour des épilepsies focales, donc qui proviennent d'une région, et idéalement dans une région qui n'est pas éloquente, donc qui n'est pas responsable de crise. Nous, cette technique-là, c'est une technique novatrice qu'on a la chance d'avoir, ce n'est pas tous les centres qui ont, mais qu'on a la chance d'avoir ici au CHUM. Et donc, ça consiste à vraiment, comme je mentionnais, vraiment une insertion millimétrique d'une sonde laser. On peut brûler la région responsable des crises, et ce, pendant que le patient est dans la résonance magnétique, endormi évidemment, et nous, par le biais d'une souris et d'une pédale, on est capable de mouler l'ablation ou la brûlure que l'on crée. Donc, je vais vous montrer une petite animation ici qui a été réalisée. Donc, littéralement, le patient est dans la résonance magnétique. De manière robotisée, on peut fixer le système, en fait, de laser. Et donc, on peut rentrer, en fait, le laser à la cible. Donc, ici, vous pouvez voir, ça simule, en fait, une lésion qui cause l'épilepsie ici, un peu dans le verre concassé. On est capable de mouler la brûlure à travers, encore une fois, une incision millimétrique. Et tout ça, c'est robotisé. Et nous, on se retrouve dans la salle à côté. On a une souris, une pédale. On est capable vraiment de créer ou de brûler la lésion de manière assez précise. Vous pouvez voir ici les brûlures qui sont réalisées avec
les structures qui sont jaunes. Donc, on est vraiment capable de faire un travail qui est quand même très bon. Donc, vraiment, vraiment super. Et puis, on a la chance d'avoir, comme j'ai mentionné, ces technologies-là au CHUM depuis 2023. Donc, ça fait environ 2 ans. C'est vraiment une technique qui est considérée par certaines révolutionnaire, mais je pense de manière plus humble, qui est très bénéfique pour les patients. Puis tout ça, on peut fermer on peut fermer la peau par la suite à l'aide de une ou deux agrafes et le traitement est terminé. Donc, on a plusieurs indications d'utiliser le laser. Donc, ce n'est pas tous les patients qui peuvent être traités au laser, mais lorsque la lésion elle est profonde dans le cerveau, lorsqu'on a déjà été opéré dans le passé, ou chez certains patients qui sont plus âgés ou qui ont des comorbidités, donc des problèmes cardiaques, pulmonaires ou autres, à ce moment-là, l'ablation laser peut être considérée et une meilleure indication. Et il y a plusieurs avantages au laser. C'est une technique qui est minimalement invasive, donc ça nécessite une petite incision millimétrique. Il y a peu de douleur pour les patients. Ça ne nécessite pas d'hospitalisation aux soins intensifs. Les patients rentrent à la maison 1 ou 2 jours après la chirurgie, contrairement à je dirais entre 4 et 7 jours par la chirurgie de résection traditionnelle. Il y a un très faible risque d'infection. Il y a moins de risque de complications neurologiques et cosmétiquement, c'est très beau puisque l'incision est millimétrique. Là, on parle de 4 à 5 mm. Il y a plusieurs indications spécifiques, différents types d'épilepsie. Donc, on parle d'épilepsie temporale, les patients avec amartomes hypothalamiques, qui sont des lésions profondes dans le cerveau qui causent l'épilepsie, des épilepsies dites néocorticales, donc qui proviennent du cortex, mais de différentes régions du cortex, dont l'insula, des épilepsies qui sont causées par des malformations vasculaires comme des cavernomes ou des malformations de développement cortical comme des dysplasies corticales ou des nodules hétérotopiques, qui sont des malformations corticales en lien avec le développement du cortex depuis la naissance. Donc, on peut utiliser le laser pour ces différents types de problèmes-là ou de conditions qui mènent à de l'épilepsie. Je vais vous montrer un autre cas illustratif où on a utilisé le laser chez un homme de 30 ans qui est droitier avec une épilepsie depuis 6 ans. Donc, ses manifestations cliniques durant les crises, donc la sémiologie, étaient qu'il avait une vision floue, il avait des sensations d'anxiété. Donc, il avait environ 5 crises par semaine, malgré être sur le fait qu'il soit sur 5 médicaments anti-crises. Ça, c'est un vidéo chirurgicale, en fait, un cas qu'on a publié récemment dans un journal scientifique. Donc, on a fait toutes les investigations classiques. Donc, on a fait un EEG avec vidéo, c'est-à-dire que le patient est admis dans l'unité de monitoring d'épilepsie avec un vidéo. Donc, on le filme pour voir lorsqu'il a des crises et comprendre c'est quoi ses manifestations durant ces crises. Et également, il y a les électroencéphalogrammes, donc les pastilles qu'on met au niveau du cuir chevelu pour enregistrer l'activité épileptique. Et puis, on a fait 2 types d'électroencéphalogrammes, ce qu'on appelle interictal, donc on mesure les pointes entre les crises, pas durant les crises, et ictal, on mesure l'activité épileptique durant la crise en tant que telle. Et le patient, durant son hospitalisation, a eu 6 crises habituelles qui montraient que ça venait de la région temporale droite. Et l'EEG interictal, donc entre les crises, montrait que ça venait de la région temporale droite. Donc, les deux montraient que ça venait de la région temporale du côté droit. La résonance magnétique montrait qu'il y avait plusieurs nodules développementaux anormaux, ce qu'on appelle des nodules, des hétérotopies nodulaires périventriculaires. Donc, c'est difficile à dire lequel est responsable, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, on a fait d'autres tests d'imagerie qu'on appelle standards, en fait, qu'on utilise dans le bilan préchirurgical, ce qu'on appelle un scan PET, un scan SPECT, un magnétoencéphalogramme ou un EEG fMRI ou en français EEG IRMF. Toutes des techniques qui nous permettent de localiser d'où proviennent l'épilepsie par des méthodes d'imagerie. Et ça semblait nous montrer que ça vient du côté droit, potentiellement du lobe temporal, mais potentiellement aussi du lobe frontal et d'autres régions. Donc, ce n'était pas parfaitement clair. On a fait d'autres tests un peu plus poussés qui s'appellent les IRMF au repos, qui sont une étude un peu plus avancée qui nous permet de comprendre les réseaux épileptiques. Donc, ça, ce n'est pas partout que c'est fait. On a la chance d'avoir accès à cette technologie-là au CHUM par le biais de collaborateurs pour comprendre comment sont connectés les nodules et comprendre comment est organisée l'épilepsie. Donc, chez ce patient-là, malgré nos nombreux tests qui nous montraient que l'épilepsie venait probablement de la région du côté droit temporal, peut-être frontale ou insulaire, ce n'était pas assez clair. Et donc, on a dû procéder à une étude EEG intracrânienne, donc la mise en place d'électrodes en profondeur. On a mis 15 électrodes où on a échantillonné différentes régions qu'on soupçonnait étaient impliquées dans l'épilepsie.
Les résultats de l'EEG intracrânien, donc le patient est allé avec ses électrodes en profondeur, est allé dans l'unité de monitoring, est resté 1 à 2 semaines, on a enregistré ses crises. On a pu comprendre que le réseau de l'épilepsie chez ce patient-là était complexe, mais que l'épilepsie semblait provenir d'un seul des nodules, qui était un nodule du côté droit dans la région occipitale, donc la région à l'arrière du cerveau. Et donc, on a pu réaliser une chirurgie au laser spécifiquement pour brûler ce nodule-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais avant la chirurgie, on a utilisé des méthodes avancées de ce qu'on appelle la tractographie pour reconstruire les faisceaux de matière blanche qui ont une fonction qu'on doit préserver durant la chirurgie. Et donc, si on les reconstruit, si on arrive à les dessiner ou les dépeindre, ben à ce moment-là, on arrive à les éviter durant la chirurgie. Donc, c'est des techniques avancées auxquelles on a accès au CHUM. Et on pouvait voir la relation entre le nodule, qui n'est pas très visible, là, mais qui est là au bout de la flèche, et les faisceaux de matière blanche responsables de la vision périphérique, qui sont les radiations optiques. Donc, on a pu faire la chirurgie. Vous pouvez voir ici les différentes étapes. Donc, on fait une petite incision. On utilise littéralement une drill, si on veut, pour créer un petit trou dans l'os. On insère ce qu'on appelle un boulon par le biais d'une incision millimétrique. Donc, le boulon est mis en place, à travers lequel on rentre la sonde. Les patients sont ensuite transportés à la résonance magnétique et on réalise l'ablation, la brûlure, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à partir d'une souris et d'une pédale. Donc, on a fait ici une belle ablation, en fait, qui est délimitée ici par la région en bleu, comme vous pouvez voir ici. Et ce qui est en blanc ici, ce sont les radiations optiques, les fibres de matière blanche responsables de la vision périphérique qu'on a pu préserver durant cette chirurgie-là grâce au fait qu'on a pu bien le reconstruire par des méthodes de tractographie, qui sont des méthodes de reconstruction de faisceaux de matière blanche avancées. Donc, après la chirurgie, on a fait une autre IRM qui nous a montré la région qu'on a réussi à brûler, qui était très bonne, et on a pu faire la fermeture de la plaie. Donc, tout a été réalisé par une incision millimétrique et tout est fermé par le biais de 2 agrafes, donc une très petite incision. Ici, on a rasé dans ce cas-ci, mais maintenant, comme vous pouvez voir ici, c'est quand même difficile à voir. Tout est fait par le biais d'une incision sans rasage des cheveux et le patient, c'est très bien toléré. Ce n'est pas visible là, cosmétiquement, c'est impossible à savoir, à moins que le patient vous le mentionne là, si vous êtes dans son réseau proche. Donc, ce patient-là dont je vous parle a été asymptomatique, donc pas eu de problème après la chirurgie, pas de déficit neurologique, aucun. Il congé à la maison le lendemain de la procédure, puis je vous dirais que plus de 90% des patients, on rentre à la maison, on congé ou rentre à la maison le lendemain de la chirurgie. Et dans son cas, on était un petit peu inquiet pour les champs visuels avant la chirurgie, donc la vision périphérique, mais grâce aux techniques un peu plus avancées d'imagerie dont je vous ai parlé, dont la tractographie, on a pu préserver les faisceaux de matière blanche. Et c'est aussi grâce, évidemment, à cette technique de laser qui est très sécuritaire. Le patient n'a pas eu de crise depuis la chirurgie qui a eu lieu à 18 mois. Donc, en général, nous, ce qu'on aime, ce sont des patients, on a des meilleurs résultats lorsque les patients ont ce qu'on appelle une épilepsie lésionnelle, donc une épilepsie qui est due à une lésion qu'on voit à la résonance magnétique. Donc, les résultats de contrôle des crises sont mieux lorsqu'on dit qu'un IRM est positif, donc qu'il y a une lésion à l'IRM, que lorsqu'on dit que l'IRM est négatif, donc il n'y a pas de lésion à l'IRM. Et puis la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que lorsqu'on voit une lésion à l'IRM, comme on peut voir ici, c'est ce qu'on appelle un cavernome, mais c'est une malformation vasculaire, mais c'est comme une cible pour nous qui nous dit hey, l'épilepsie vient fort probablement de cette région-là. Et on voit que les résultats cliniques, donc le Engel 1, qui veut dire la disparition des crises, on arrive chez plus de 70% des patients à atteindre un Engel 1, donc un bon contrôle des crises, lorsqu'on voit une lésion à l'IRM. Et le résultat est un peu moins bon, 40 à 50% de contrôle des crises, lorsqu'on ne voit pas de lésion à l'IRM. Donc, je reviens au défi en chirurgie d'épilepsie qui est d'optimiser le contrôle des crises, mais de préserver la fonction neurologique, donc éviter les déficits neurologiques. Et donc, on sait que la résection ouverte traditionnelle ou l'ablation chirurgicale sont les meilleures options pour amener un bon contrôle des crises. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les patients qui sont candidats pour plusieurs raisons. Donc, l'épilepsie peut être multifocale, donc provenir de différentes régions. L'épilepsie peut être généralisée, donc impliquer les deux côtés du cerveau dès le début des crises. Le début des crises n'est pas identifiable, donc on n'arrive pas, malgré tous nos tests, à identifier d'où vient l'épilepsie, ou l'épilepsie est dans une région dite éloquente, donc une région où il y a une fonction importante. Donc, on ne peut pas aller brûler ou resséquer ces régions-là dans ces scénarios-là. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on a d'autres options? La réponse est oui. Des options de déconnexion ou des options de neuromodulation. Donc, on revient à ces 10% des patients épileptiques qui sont des candidats chirurgicaux. L'option préférentielle, c'est le traitement curatif
qui est soit la résection, donc enlever la région, ou brûler la région, on sait que ça a les meilleurs résultats. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce sont les meilleurs résultats. Mais si on n'y arrive pas, on peut aller à l'option 2, qui est un traitement dit non curatif. Donc, ce n'est pas un traitement qui permet de, dans la grande majorité des cas, qui ne guérit pas les crises, mais qui permet de contrôler les crises. Il y a deux différentes approches, qui est une approche, la première approche de déconnexion. Donc, on déconnecte les régions entre elles, déconnecte la matière blanche. Je dis, c'est exception l'hémisphérotomie, qui consiste à déconnecter complètement la moitié d'un cerveau. Ça, c'est un traitement qui est mis dans la catégorie de déconnexion, mais qui est un traitement qui est curatif. Donc, il y a près de 80% des patients qui sont traités par hémisphérotomie, en fait, qui ont un excellent contrôle des crises, qui n'ont plus de crise d'épilepsie. Et le deuxième traitement non curatif, c'est la neuromodulation, qui consiste à mettre des électrodes dans le cerveau pour envoyer des courants qui peuvent contrôler l'épilepsie. Donc, la déconnexion, une des méthodes, c'est ce qu'on appelle la callosotomie, qui consiste à la déconnexion de le gros autoroute qui relie les deux côtés du cerveau, qui s'appelle le corps calleux. Et on sait qu'il y a des indications spécifiques pour la déconnexion du corps calleux chirurgicalement, et ça mène à un bon contrôle des crises dans certains cas où le contrôle de crise de manière globale n'est pas excellent, mais on arrive à contrôler certaines crises spécifiques qui sont des drop attacks, durant lesquelles le patient, durant ces crises, perd le tonus complet de son corps et tombe par terre. Ça peut mener à des blessures très importantes à long terme chez ces patients-là. Donc, on arrive à contrôler, c'est ce qu'on appelle drop attacks dans la majorité des cas, donc c'est un bon contrôle. Et dans certains cas, on peut faire ce que j'ai mentionné, l'hémisphérotomie, qui consiste à vraiment déconnecter complètement un hémisphère du cerveau de l'autre hémisphère du cerveau. Donc, pas seulement déconnecter la région qui connecte les deux régions du cerveau, mais littéralement isoler complètement le cerveau du reste de l'autre hémisphère. Et on sait que ça amène un très bon contrôle des crises, donc Engel 1, disparition des crises, dans la majorité des cas. La neuromodulation, ça consiste à envoyer des courants électriques pour contrôler les crises. Il y a eu un gain de popularité dans les dernières années. Vous pouvez voir ici les différentes modalités là, qui sont utilisées. Je ne vous ai pas les détails, mais à travers les années, on a vu une augmentation de ces techniques-là de modulation. Puis ça se reflète aussi par la taille du marché là, de l'utilisation de ces techniques de stimulation ou de modulation pour traiter l'épilepsie. Et puis, ça fait du sens complètement d'essayer de moduler, entre guillemets, un réseau plutôt que de le resséquer ou de le brûler, puisque le réseau épileptique peut impliquer plusieurs structures. Donc, si on arrive à jouer avec une de ces structures-là en envoyant des courants, peut-être qu'on peut contrôler un peu mieux le réseau épileptique. Il y a trois techniques principales, soit le stimulateur du nerf vague, la stimulation cérébrale profonde ou la neurostimulation asservie. Donc, en anglais, stimulation cérébrale profonde, c'est Deep Brain Stimulation ou DBS. La neurostimulation asservie, en anglais, c'est Responsive Neurostimulator, qui est donc RNS. Donc, je vais commencer par décrire le stimulateur du nerf vague, qui est une technique extrêmement commune, là, pratiquée partout au Québec et très fréquente. Ça consiste en fait en mettre chirurgicalement inséré à travers une incision au niveau du cou un électrode autour d'un nerf dans le cou qui s'appelle le nerf vague. Et il y a un générateur ensuite auquel est connecté cet électrode-là qui est mis en fait inséré sous la peau au niveau de la région pectorale. Donc, il y a deux incisions, une au niveau de la région pectorale, au niveau de la poitrine, et une région au niveau du cou. Et puis, ce stimulateur-là, de manière régulière, envoie des décharges, donc envoie des stimulations au nerf, qui celui-ci est connecté au cerveau et arrive à contrôler ou atténuer un peu les crises. Donc, on a des indications plus spécifiques de quel type d'épilepsie on peut traiter avec ce stimulateur du nerf vague-là. Ce n'est pas miraculeux, mais ça peut aider à contrôler les crises chez certains patients. Puis, on a plein d'études là, qui nous montrent que c'est l'efficacité du stimulateur du nerf vague. Ce sont des vieilles études, mais qui nous montrent le bénéfice auquel on se réfère encore de nos jours. Mais si on prend ce qu'on appelle des méta-analyses, qui sont des analyses de plein de patients à travers le monde, de plein d'études, donc une analyse des différentes études qui ont été faites, règle générale, il y a environ 35% de diminution de fréquence des crises. Donc, les patients ont une diminution de la fréquence des crises sur environ dans 35% de 35%, diminution de 35% des crises. Dans certaines analyses, dans d'autres analyses, ça montre qu'il y a une diminution de 45%. De règle générale, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une amélioration progressive à travers le temps. Donc, après 1 an, après 2 ans, etc., l'amélioration du contrôle des crises peut être meilleure. Et si on essaie de résumer ça, il y a environ la moitié des patients qui vont avoir au moins
une diminution de 50% de leur crise. Donc, il y a un patient sur deux va voir ses crises diminuer de fréquence de moitié. Puis, il y a une amélioration de la qualité de vie chez plus de la moitié des patients aussi. Donc, il faut vraiment considérer cette chirurgie-là parce qu'elle est efficace. La stimulation cérébrale profonde, c'est une autre technique, en fait, qui consiste à la mise en place d'un générateur au niveau de la poitrine par une incision au niveau de la région pectorale, comme pour le stimulateur du nerf vague. Mais les électrodes, au lieu d'être au niveau du cou, au niveau du nerf vague, elles sont insérées en profondeur dans le cerveau, dans une région appelée le thalamus, qui est une région très, très profonde au milieu du cerveau. Et on a deux endroits dans le thalamus, deux sous-régions dans le thalamus qu'on sait qui sont potentiellement bénéfiques pour l'épilepsie, ce qu'on appelle le noyau antérieur du thalamus, ainsi que le noyau centromédian. Ce sont juste deux régions du thalamus qu'on peut stimuler. Et comme pour le stimulateur du nerf vague, on envoie des stimulations répétées et ça aide à contrôler les crises chez certains patients. On a plein d'études qui nous montrent l'efficacité de cette technique-là. On voit qu'à long terme, il y a un très bon bénéfice de la stimulation cérébrale profonde, ou en anglais appelé le TBS, une diminution de 75% de la fréquence des crises à long terme. Il y a même des patients qui, sur des périodes de 6 mois ou des périodes de 2 ans, n'ont pas du tout de crise. Ce n'est pas la norme, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Mais il y a certains patients qui ont une absence de crise. Je vous rappelle que la neuromodulation, en général, que ce soit le stimulateur du nerf vague ou le stimulateur cérébral profond, n'est pas utilisé pour arrêter complètement les crises. C'est rare que ça arrive. C'est vraiment pour contrôler les crises partiellement, donc diminuer la fréquence. Donc, c'est une technique non curative. Et encore une fois, tout comme le stimulateur du nerf vague, l'amélioration, elle est progressive à travers le temps. On a eu d'autres études qui ont montré aussi les bénéfices. Donc, la première étude que je vous ai montrée ici, c'était sur le noyau antérieur du thalamus. Et ici, sur le noyau centromédian, on a aussi montré, ça montre des bénéfices aussi à long terme de cette technique-là. Quand on prend l'amalgame de toutes les études qui ont été publiées, puis on fait ce qu'on appelle une méta-analyse, une grosse analyse, lorsqu'on stimule le noyau antérieur ou lorsqu'on met le stimulateur au niveau du noyau antérieur, il y a une amélioration significative pour les crises dites focales, donc qui proviennent d'une région du cerveau, une diminution en moyenne des crises d'environ 60% à long terme. Donc, chez des patients qui sont suivis sur plusieurs années, ici, dans l'amalgame de ces études-là, on les a suivis sur près de 36 mois, donc près de 3 ans, donc diminution de fréquence de 60%. Et lorsqu'on stimule le noyau centromédian, il y a une amélioration significative aussi, plus pour les crises généralisées ou multifocales qui proviennent de différentes régions du cerveau, de plusieurs régions du cerveau, avec une amélioration significative, une diminution de fréquence chez près de 75% des patients à près de 30 mois, donc à long terme aussi. Donc, ce sont des thérapies qui, dépendamment du type de crise, peuvent être efficaces pour diminuer la fréquence de manière significative. Donc, je vais finir avec la dernière technique qui est la neurostimulation asservie ou le RNS. C'est une technique qui est disponible aux États-Unis, qui n'est pas officiellement disponible au Canada, mais à travers certains mécanismes, on peut, dans certains cas exceptionnels, y avoir accès pour certains patients. Ça, encore une fois, ça nécessite, comme pour la résection ou l'ablation, d'identifier d'où provient la crise d'épilepsie, soit par des tests d'imagerie ou d'EEG standard, ou dans certains cas, comme j'ai mentionné, par la mise en place d'électrodes SEEG pour comprendre d'où viennent les crises. Donc, pour bien comprendre cela. Et donc, lorsqu'on a identifié d'où proviennent les crises, on est capable ensuite d'insérer un stimulateur. Littéralement, ce stimulateur n'est pas positionné dans la région pectorale comme pour le DBS ou le stimulateur du nerf vague, mais il est littéralement incrusté dans le crâne et les électrodes sont placées directement à l'endroit d'où proviennent les crises telles qu'identifiées précédemment. Donc, on met les électrodes à l'endroit d'où proviennent les crises et puis c'est une stimulation qui est entre guillemets intelligente. Donc, dès que ces électrodes-là dénotent un début de crise d'épilepsie, ben, il y a une décharge qui est envoyée en réponse à cette activité épileptique initiale pour cesser la crise, pour stopper la crise. Donc, je répète, on la met à l'endroit d'où proviennent les crises, on enregistre et dès qu'il y a une crise qui est débutée, le générateur le sent et envoie une décharge pour arrêter les crises, d'où le principe, ce qu'on appelle la neurostimulation asservie, qui permet de contrôler ces crises-là. C'est une belle technique aussi. Puis on a aussi, encore une fois, des études qui nous montrent qu'à long terme, il y a une bonne diminution de la fréquence des crises. Et il y a même certains patients qui ont une absence des crises pour une longue période de temps.
Donc, la question est, oui, on peut avoir un bon contrôle des crises, surtout avec la résection et l'ablation. On parlait de 50 à 70 des cas. La neuromodulation ne permet pas, encore une fois, dans la grande majorité du temps, de cesser les crises, mais permet de diminuer la fréquence des crises. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ces chiffres-là encore meilleurs? Comment est-ce qu'on pourrait rendre un contrôle des crises à 80, 90, voire 95 de contrôle des crises? Donc, améliorer l'efficacité de nos chirurgies. Ben, peut-être qu'en fait, une des questions qu'on peut se poser, c'est que on a tendance en chirurgie d'épilepsie à étudier ou à cibler, à traiter la matière grise. Vous rappelez la région qui est à l'extérieur du cerveau, qui ont pensé historiquement était responsable des crises de manière autonome, donc sans la matière blanche. Maintenant, on a de plus en plus d'évidence que non seulement les régions du cortex ici dépeintes par le bleu, les cercles bleus et les petits éclairs jaunes, oui, les régions du cortex sont impliquées, mais la matière blanche, comme j'ai mentionné, qui relie ces régions corticales-là, peuvent être impliquées. Donc, peut-être qu'on devrait aller et focuser sur la matière blanche, potentiellement. Donc, ce sont des avenues futures qui ne sont pas prouvées pour l'instant. Et peut-être que toucher la matière blanche pourrait avoir une efficacité meilleure, puisqu'elle pourrait indirectement, de par ces connexions, influencer aussi les régions de matière grise. Un peu comme si on voulait déconnecter, au lieu d'aller déconnecter l'électricité de chacune des maisons d'un quartier, si on allait s'attaquer aux poteaux électriques et donc en s'attaquant aux poteaux électriques qui relient toutes ces maisons-là, ben, on y diminuait, on arrêtait l'électricité ou on arrêtait de fournir l'électricité à différentes maisons en s'attaquant purement à ce poteau électrique qui pourrait être la matière blanche. Et puis, on a des études qui travaillent un peu là-dessus en utilisant cette technique-là, donc en touchant ou en ciblant la matière blanche, qui nous montre que potentiellement, si on fait ça, on peut avoir un bon contrôle des crises à court terme et à long terme, mais c'est encore un domaine de recherche qui est en cours. Puis d'ailleurs, moi, je suis ce qu'on appelle clinicien-chercheur, donc chirurgien et chercheur. Il y a beaucoup de gens dans mon laboratoire où on utilise des techniques d'imagerie qui s'appellent la tractographie, entre autres, où on essaye d'étudier les faisceaux de matière blanche impliqués dans l'épilepsie pour comprendre et potentiellement, à long terme, améliorer la chirurgie d'épilepsie, tant ce qui a trait à contrôler les crises d'épilepsie, mais aussi à diminuer les risques de complications neurologiques. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. C'est très important le support de toute la communauté pour supporter la recherche, non seulement dans mon laboratoire, mais aussi dans le laboratoire de collègues, pour pouvoir développer ces traitements-là qui sont prometteurs. Donc, on n'est pas loin de développer des belles thérapies à long terme. Donc, je pense qu'il faut encourager cela. Donc, en conclusion, j'espère que je vous ai fait comprendre que la chirurgie, elle devrait être considérée, et je pense que c'est important, pour les cas, tous les patients qui sont résistants aux médicaments, qui sont dites épilepsie pharmacorésistantes ou réfractaires, puisqu'elle est efficace dans la majorité du temps et elle est sécuritaire. Et pour n'importe quel type d'épilepsie, on a des options chirurgicales, que ce soit la résection ou l'ablation qu'on préfère, mais dans certains cas où on ne peut pas, il y a la déconnexion ou la neuromodulation qui sont possibles. Évidemment, je dis que tous les cas sont potentiellement candidats, mais ça dépend évidemment de la condition physique et médicale du patient. Donc, il faut être sûr que le patient puisse tolérer une chirurgie, bien évidemment. On peut et on a maintenant des techniques d'imagerie poussée, surtout basées sur la recherche, mais maintenant appliquées aux patients, qui nous permettent de faire des chirurgies personnalisées, individualisées au profil spécifique du patient, entre autres grâce à des techniques, comme j'ai mentionné, la tractographie ou d'autres approches qui nous permettent de comprendre de manière spécifique aux patients, propre aux patients, comment sont organisés le réseau épileptique. Grâce, comme je mentionnais, aux approches technologiques qui sont modernes, qui sont disponibles. Et finalement, on a des perspectives futures. Peut-être qu'il faudrait qu'on cible la matière blanche dans le futur, c'est pas prouvé évidemment, plutôt que se focuser ou se concentrer sur la matière grise ou le cortex. Donc, je vous remercie. Ça, c'est ici l'équipe clinique que vous pouvez voir ici, l'équipe clinique du groupe d'épilepsie du CHUM. On est 2 neurochirurgiens d'épilepsie, plusieurs épileptologues experts, des technologues, des associés de recherche et plus encore. Ici, ça, c'est l'équipe de recherche du laboratoire qui travaille avec moi dans mon laboratoire, qui travaille jour et nuit pour faire améliorer le devenir des patients atteints d'épilepsie. Donc, je vous remercie pour tout cela, puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Il y a des petites questions dans le chat. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais pouvoir y répondre. Laissez-moi voir.
Donc, il y a Émile qui mentionne. Je suis pas sûr de comprendre la question. Quand vous dites ces mesures impliquent-elles de maintenir la médication? J'imagine que vous parlez des chirurgies en tant que telles. N'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro et à avoir une discussion. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'interactif. Donc, si vous voulez discuter, poser vos questions de vive voix, c'est apprécié aussi. Puis je suis très ouvert à cela. Donc, bonne Oui, question. bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, j'ai rédigé la question au moment où vous parliez des chirurgies, mais surtout de la neurostimulation, en tout cas, l'espèce de plan B là, qui impliquait de mettre quelque chose soit dans la poitrine ou dans la tête pour contrôler les crises quand elles arrivent. Est-ce que cette méthode-là implique que la médication se poursuit? Très bonne question. En fait, toutes les chirurgies, incluant les thérapies de modulation, nécessitent que l'on continue les médicaments anti-crise. Okay? Je m'explique. Même dans la chirurgie dite idéale de résection ou d'ablation, c'est la minorité des patients pour lesquels on va être capable d'arrêter les médicaments. Donc, le but de notre chirurgie, que ce soit la résection, ablation ou la modulation, n'est pas nécessairement d'arrêter les médicaments anti-crise. Si ça peut arriver, si on arrive à le faire, tant mieux. C'est quand même la minorité des cas. Mais c'est d'être capable de contrôler l'épilepsie en continuant ces médicaments. Donc, il faut les continuer. C'est essentiel. Et là, le neurologue épileptologue, dans certains cas, va, s'il voit que le contrôle des crises est très bon, commencer à diminuer progressivement les médicaments et dans certains cas, la minorité des cas, arrêter les médicaments, mais ce n'est pas l'objectif, c'est plutôt l'exception. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Quels sont les effets secondaires des différentes chirurgies non invasives? Donc, c'est une bonne question. Il y a beaucoup quand vous dites, peut-être pour Madame Gamsby, que voulez-vous dire par différentes chirurgies non invasives? Est-ce que vous voulez dire le laser, par exemple? Ben oui, ou tu sais, comme la, 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 la VNS thérapie, je sais par exemple qu'il peut avoir comme des problèmes au niveau de la voix ou des trucs comme ça, mais les autres que je les connaissais pas là, au niveau euh, les deux autres que vous aviez nommés après la VNS thérapie, je les connaissais pas vraiment. Fait que je voulais savoir, y a-t-il des effets secondaires par rapport à ça? C'est sûr. Non, toute chirurgie a des risques, implique des risques, des complications potentielles et potentiellement aussi des effets secondaires dus à la stimulation. Donc, moi, j'essaie de catégoriser ça toujours en les risques de l'intervention chirurgicale elle-même, donc durant la chirurgie. Comme le VNS, évidemment, on peut léser le nerf, c'est très rare, mais c'est un des risques. La stimulation cérébrale profonde ou DBS, donc les électrodes en profondeur du cerveau, aussi peuvent avoir des risques durant la chirurgie. Et ce qu'on appelle la RNS ou la neurostimulation asservie peut avoir des risques durant la chirurgie. Après, il y a aussi les risques en lien ou les complications ou les effets secondaires, je devrais dire en lien avec la stimulation, qui peuvent perdurer avec le temps. C'est très difficile pour moi de vous répondre à votre question c'est très long comme réponse. Ça dépend vraiment du type de chirurgie qu'on fait et ça dépend aussi de la cible qu'on utilise. Donc, différentes cibles, différents endroits où on stimule peut avoir des effets secondaires différents. Donc, ça me ferait plaisir d'y répondre, mais ça pourrait prendre 1 heure ou 2 juste pour répondre à chacune de ces effets secondaires. Mais si je peux vous rassurer, la plupart des effets secondaires en lien avec la neurostimulation sont adaptables, c'est-à-dire qu'on arrive à les moduler en changeant les paramètres de stimulation, augmentant la fréquence, diminuant la fréquence, augmentant ce qu'on appelle l'amplitude ou l'intensité du courant pour essayer de jouer avec ça, pour limiter le plus possible les effets secondaires. Puis dans la majorité du temps, on arrive à limiter les effets secondaires qui sont très invalidants pour les patients. J'espère que ça répond. Oui, puis en même temps, j'imagine que selon la région du cerveau, ça doit avoir quand même un impact au niveau de où que l'électrode est placée. Est-ce que ça peut avoir un impact au niveau, mettons, si c'est dans, je sais pas trop là, euh, au niveau de la parole, si c'est, exemple, au niveau de la parole, ben, est-ce que ça peut avoir un impact au niveau de la parole si c'est à ce Oui, niveau excellente l'électrode? question. Excellente question, c'est un très bon point. C'est sûr que l'endroit où est positionné l'électrode en tant que tel peut avoir un impact sur la région en question. Ça peut, mais dans certains cas, surprenamment, on parlait de la région de la parole ou la région du langage. Dans certains cas, je vais vous donner l'exemple de la région de la mémoire, qui est l'hippocampe, dans le lobe temporal.
lorsqu'on met des électrodes au niveau de l'hippocampe par le biais de ce qu'on appelle la RNS, surprenamment, on pourrait s'attendre à ce qu'il peut y avoir des effets secondaires sur la mémoire, mais certaines études ont montré que ça peut même améliorer la mémoire chez certains patients par cette stimulation-là. Donc, il est vrai que certaines stimulations peuvent causer des effets délétères, mais dans certains cas, c'est l'inverse. Il y a une amélioration de la fonction. Donc, c'est très bénéfique dans certains cas. Parfait, merci. Merci. Donc, il y a Frédéric qui dit au CHUM, est-ce que vous avez un DBS avec 4 leads, soit 2 gauches et 2 droits en même temps? Bonne idée, point d'interrogation. Classiquement, les DBS pour épilepsie, c'est 2 leads ou 2 électrodes profondes. Il existe, oui, c'est vrai, des technologies qui nous permettent de faire 4 électrodes auxquelles, bon, c'est pas notre habitude d'utiliser. Donc, pour répondre à la question, nous, on utilise principalement les électrodes 2 leads, donc qui nous permettent d'aller bilatéralement, donc des deux côtés, soit à l'antérieur ou centromédian. Mais c'est vrai qu'il existe des électrodes où on peut mettre les 4, on peut aller et centromédian et noyau antérieur. De toute évidence, la personne qui a posé la question s'y connaît en DBS pour épilepsie spécifiquement. Je ne sais pas si Frédéric, je réponds un peu à la question. Oui, je réponds à la question. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, Marie-Christine Bouchard, est-ce que la chirurgie pour un enfant de 6 ans est une avenue envisageable? La réponse est définitivement oui. La chirurgie est envisageable à tout âge et je vous dirais même que plus elle est envisageable en bas âge, potentiellement mieux c'est pour le développement du patient. Parce que si on arrive à traiter l'épilepsie plus tôt, c'est bon non seulement pour le contrôle d'épilepsie à long terme, mais c'est aussi bon pour son développement cognitif, son développement du quotient intellectuel et plus encore. Donc, ce n'est non seulement envisageable, c'est quelque chose qui devrait être considéré plus dans les cas d'épilepsie réfractaire si le chirurgien considère que que le patient est candidat à une chirurgie qui inclut évidemment plusieurs facteurs. Je ne sais pas si ça répond. J'imagine que oui. Docteur Obaïd. Oui. Est-ce que je peux prendre 2 secondes simplement à expliquer à tous les gens qui sont ici? Mon nom est Myriam. Je suis une patiente du CHUM. J'ai pris le temps de tout écouter ce que Dr Obaïd a pris le temps d'expliquer. Honnêtement, ça va faire exactement 3 ans le mois prochain que j'ai eu ma chirurgie. Je suis 95% pharmacorésistante. Il y a seulement un médicament pour l'instant qui me fait effet. Oui, je prends encore ma médication à tous les jours depuis l'opération. Depuis ce jour-là, j'ai fait aucune crise. C'est simplement pour vous expliquer de ne pas trop vous inquiéter. La technologie qu'il y a au CHUM, je vous le garantis. Vous n'avez pas à stresser. Vous êtes en très bonne main. Vous avez vraiment là, une équipe incroyable. Et je voulais simplement prendre le temps, Dr Obaïd, de vous dire encore une autre fois à toute l'équipe au complet, un énorme, mais énorme merci. Ça fait chaud au cœur. Merci des belles paroles. C'est pour ça qu'on fait ça, franchement. Si on peut les aider, dans un sens, vous parlez d'une manière que c'est beaucoup plus médicale. Que moi, j'ai passé par là. Donc, oui, je peux comprendre plusieurs questions, mais surtout au niveau anxiété, émotif, de quoi je m'embarque, tout ça. Puis moi, je voulais simplement prendre le temps de montrer aux gens, regardez, je suis un cas spécial du CHUM. Ça va faire 3 ans le mois prochain sans aucune crise. Alors, si ça peut vous aider à un peu lâcher le questionnement si vous allez faire la chirurgie ou pas, je vous le garantis que peu importe le type d'épilepsie que vous avez, vous êtes en très bonne main.
Merci. J'ai terminé. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Oui, certainement. J'ai le stimulateur du nervaire qui ne fonctionne plus. J'ai le fil d'électrode dans le cou. Est-ce que c'est possible de passer un IRM fonctionnel avec ça? C'est une très bonne question. J'entends les échos, mais est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. L'IRM fonctionnel, la réponse... Juste un instant, je pense que vous êtes connecté sur deux appareils. Il faudrait vous Oui, déconnecter sur un des appareils, s'il vous plaît. Ça fait de l'écho. Écoutez, pour répondre à votre question, la réponse facile, c'est que la réponse est non. OK? C'est mieux de ne... Il y a certaines situations où on peut faire une résonance magnétique fonctionnelle avec un stimulateur du nerf vague, mais par sécurité, il vaut mieux le retirer, au moins partiellement. C'est parfait. Une autre question. Quand une crise touche le langage, puis le côté physique, moi, il me reste la seule option, c'est soit la chirurgie ou soit les médicaments, mais je suis réfractaire aux médicaments. C'est de mettre je pense que c'est le DBS ou le dernier qui vous reste, que vous avez dit, le RNS. Oui, RNS. Ça consiste en quoi? Partiellement, là. Je sais que vous avez expliqué dans votre conférence, mais ce qui me reste comme option, c'est ça. Je ne sais pas trop si je devrais choisir ça ou pas. Là. Ben, je pense qu'encore vous êtes connecté sur deux. Ça ne vous dérange pas de vous déconnecter sur un des deux, parce que je pense qu'on a beaucoup d'écho en ce moment. Ou pendant que Dr. Obeid vous répond, vous pouvez vous muter. Excellent. Ça peut aider aussi. Écoutez, c'est Marc, je ne connais pas votre nom, je vois Marc B, là, je ne vois pas votre nom de famille, mais bref, je vais vous appeler Marc. Pour répondre à votre question, il y a toujours une option potentielle chirurgicale. Okay? Donc, ça, c'est en premier lieu. Puis, vous le savez, vous l'avez même mentionné vous-même. C'est très difficile pour moi de me prononcer sur la meilleure option chirurgicale pour vous parce que je n'ai pas votre dossier. Je ne sais pas ce qui a été essayé avant. Je ne sais pas quels médicaments ont été tentés. Je ne sais pas la résistance. Je ne connais pas la fréquence, le type de crise. Donc, impossible pour moi de me prononcer. Tout ce que je peux vous dire... La chose que je peux dire, c'est que ça touche le côté langage et le côté physique. Cette semaine, je n'étais plus capable de parler. Côté physique, je faisais au-dessus de 5 crises par jour. Donc, c'était assez spécial comme effet. Là. Écoutez, j'en doute pas, puis franchement, je compatis. Je sais à quel point ça peut être invalidant pour les patients. Et vous? Je comprends, vous me dites que c'est le langage et le physique, etc., mais j'ai pas assez d'informations pour répondre à votre question. Mais c'est définitivement quelque chose que je peux regarder. C'est définitivement quelque chose qui est envisageable en termes de traitement chirurgical. De toute façon, j'ai rendez-vous avec Dr. Nguyen au mois d'août. Exact. Écoutez, Dr. Nguyen, c'est notre neurologue qui travaille avec nous, nous chirurgiens directement. Bon, non seulement est-il excellent, là, une sommité dans le domaine, mais en plus, c'est lui qui nous... les cas qui sont réfractaires aux médicaments, en fait, on les discute en réunion d'épilepsie de manière régulière. Chaque semaine, on a une réunion d'épilepsie, on discute des patients qui sont réfractaires pour potentielle chirurgie. Donc, si c'est votre cas, j'ose imaginer que s'il y a une option, on va discuter votre cas éventuellement par le Dr. Nguyen. Puis c'est quelqu'un qui est très... évidemment très ouvert à la chirurgie parce qu'on sait que ça peut avoir des impacts très positifs pour les patients. Donc, j'ai envie de vous dire, même si je n'ai pas la preuve, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas parce que vous avez la personne qui est non seulement excellente pour les traitements médicaux par médicaments de crise, mais s'il y a une option chirurgicale, il va vous référer à moi ou mon collègue Dr. Boutier, chirurgien d'épilepsie. C'était ma dernière option dans les 3 faits qu'il m'a donné. Mais c'est une option on a tendance à utiliser le terme dernière option, mais je pense qu'il faut la considérer dès que les médicaments ne fonctionnent pas. Je suis réfractaire aux médicaments, il n'y a plus rien fait. J'ai tout essayé les médicaments qui m'ont été donnés. Fait que c'est possible qu'on se voit dans notre bureau dans le bureau CHIM éventuellement.
Probablement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Bon, moi, c'est pas pour moi-même, c'est pour mon enfant. En fait, en ce moment, on est dans je pense on est encore à l'étape du premier médicament, mais qu'elle a des petites absences des fois. Je sais que c'est considéré comme des crises quand même. Et on va embarquer un second médicament bientôt, mais des spécialistes nous disent qu'il y a de fortes chances qu'elle finisse par se montrer réfractaire à tout ce cocktail-là. Et je veux simplement savoir si, en fait, dans la façon dont on nous parle, il y a comme on nous parle que l'horizon de la chirurgie, ce serait le plus tôt possible, de peut-être dans les 6 prochains mois, tout ça. Et je me demandais, lorsque les crises sont de petite taille, ce sont des crises de convulsions, tout ça, quelle est entre guillemets, l'urgence de faire une chirurgie en dedans de 6 mois ou en dedans d'1 an pour un enfant de 11 ans qui, somme toute, vit bien, sauf que des fois, elle a une petite absence de 2 secondes une fois par semaine. Oui, je comprends. Excellente question. Ça, c'est une question qui nous est souvent posée. OK. Il est vrai que les crises dites généralisées, les grosses crises de convulsions, là, que vous pouvez imaginer, les 4 membres, des mouvements un peu, ce qu'on appelle cloniques toniques, avec la révision des yeux, morsure de langue, tu sais, la crise d'épilepsie, entre guillemets, j'ai envie de dire classique, qu'on voit un peu dans les films, là, si vous voulez. Ce sont des crises qui sont probablement plus urgentes pour plusieurs raisons. Entre autres parce qu'il y a plus de risques de blessures, il y a aussi plus de risques. Il y a un phénomène qui est très rare, mais qui peut mener à des complications au niveau respiratoire, cardiaque, même dans certains cas rares, de décès. Je ne suis pas en train d'essayer d'exagérer non plus, mais c'est sûr que quand on a des crises généralisées plus fréquentes, il s'agit de quelque chose qui est plus urgent. Pour répondre à votre question, avec des petites crises que vous décrivez, des absences ou une petite crise focale avec altération de l'état de conscience, peu importe, c'est un peu moins urgent, mais c'est sûr que la raison pour laquelle on offre l'intervention chirurgicale plus tôt, c'est surtout chez des patients qui peuvent avoir des répercussions, donc ça peut être invalidant dans leur vie. Donc, comme vous avez mentionné, si votre enfant, le développement se passe bien, il n'y a pas de problème, vous ne voyez pas de problème imminent, si on veut, ben à ce moment-là, on peut être un petit peu plus tolérant. Cela dit, plus on attend longtemps avant de faire une chirurgie d'épilepsie, plus il est difficile de traiter le patient chirurgicalement et médicalement. Donc, en d'autres termes, le réseau de l'épilepsie devient, entre guillemets, plus fort, ça devient plus difficile de traiter chirurgicalement. Et donc, non seulement il y a l'impact des crises qui se répètent et qui s'accumulent à travers le temps, parce que si votre enfant est réfractaire, mais en plus de ça, si on décide de faire une chirurgie dans 5-6 ans, le traitement de l'épilepsie chirurgicale sera potentiellement plus challengeant que si on avait opéré plus tôt. Ça, c'est les informations en tant que telles qui sont telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'urgence, malgré tout ce que je viens de vous dire, il n'y a pas d'urgence vitale, puis il faut, avant d'entreprendre une chirurgie d'épilepsie, il faut, vous et votre enfant, que vous soyez prêts à faire cette intervention-là, que vous soyez conscient des risques et des bénéfices de l'intervention, mais surtout que vous ayez la paix d'esprit de procéder à cette intervention-là, puis c'est ce que je pense foncièrement. Ce n'est pas 3 mois, 4 mois qui vont faire la différence à long terme. Je ne sais pas si je réponds à la question. Juste pour bien avoir la précision, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que si, dans le cas de quelqu'un, c'est le cas de ma fille qui a 11 ans, qui a 10 ans, d'avoir, par exemple, des fois, elle peut être 2 semaines de sans faire d'absence, puis des fois, elle en a 2 d'un coup quand elle est excitée, puis bon, je ne sais pas ce qui va se passer quand la puberté va embarquer. Exact. Mais est-ce que, parce qu'au début, on se dit, OK, c'est comme si ça recevait un éclair dans la tête à chaque fois, puis elle est abîmée profondément à chaque absence. On nous a dit, non, c'est pas ça, c'est pas si grave, mais c'est pas bon non plus. Exact. Donc, ce que je comprends, c'est que est-ce qu'on est mieux même d'attendre que la puberté passe pour voir si ça change sa condition, ou parce que la lésion est dans la zone du langage de la mémoire, là, fait qu'on est un peu comment je dirais, funambule là-dedans, là, puis on va continuer à...
Fait que Oui. c'est pour savoir si je sais que la chirurgie, elle peut être immensément bénéfique. Puis je remercie la dame qui a fait son témoignage tout à l'heure. Mais c'est pour savoir à quel point entre vivre avec et entreprendre un gros voyage potentiellement dangereux, parce que vous n'avez pas vraiment parlé des dangers tant que ça, là, ça vous arrive d'avoir des patients qui en Oui. sortent moins bien? Absolument, absolument. Mais tu sais, c'est risque-bénéfice. Je vous ai montré un petit peu cet équilibre-là, ce plateau, cette balance-là entre éviter les complications neurologiques. C'est exactement ce que vous mentionnez. Si votre fille, son épilepsie est en région du langage et de la mémoire, j'ose penser que c'est temporal dominant, temporal gauche. Dans ce contexte-là, c'est sûr que l'intervention chirurgicale peut mener à des complications neurologiques potentiellement plus élevées. Cela dit, on a des manières d'éviter ça, puis on a des techniques chirurgicales qui évitent le plus possible les atteintes neurologiques. Donc, on parlait entre autres des techniques de modulation là, dont on parlait tout à l'heure. Lorsque la résection ou l'ablation n'est pas possible, on y va avec des techniques de modulation. Il y a les 3 techniques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas une urgence très importante, mais il faut garder en tête que si l'épilepsie, chaque fois qu'il y a une crise, il y a une accumulation, c'est un coup qui se fait, puis il y a une accumulation de la pathologie sur le cerveau qui peut mener aussi à des déficits à long terme. On peut avoir des déficits cognitifs, des déficits de mémoire et des déficits de langage à long terme. Si votre fille qui a 11 ans maintenant n'est pas traitée puis continue à faire des crises répétées jusqu'à 40 ans, les troubles de mémoire vont apparaître en lien avec cette épilepsie-là qui est répétée, donc des coups un peu au niveau de la région responsable de la mémoire. C'est la même chose pour le langage. C'est un peu plus subtil en général pour le langage, pour la mémoire, on le voit très régulièrement. Donc, il faut mettre dans la balance plusieurs choses. À quel point ça a un impact sur la vie de la patiente actuellement, de votre fille actuellement, ce qui semble être pas catastrophique à ce que j'en comprends. Comprendre aussi l'impact de la chirurgie à court terme, les complications neurologiques, comprendre les bénéfices à long terme de la chirurgie précoce et prendre en compte le fait que l'épilepsie à long terme va mener fort probablement à des déficits fonctionnels qui peuvent être, entre autres, la mémoire, si elle n'est pas bien traitée, et ce, le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible ne veut pas dire en 3-4 mois, là, mais dans les prochains mois, prochaines années. Je pense que ça répond. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'ai une autre question. Est-ce que dans le DBS, est-ce qu'il y a une longue liste d'attente? Ben, ça dépend des endroits. Évidemment, moi, je peux parler juste pour notre centre. Après, les centres, il y a au Québec, pour DBS pour épilepsie adulte, il y a 2 centres à ma connaissance, 2 centres qui le font, c'est ici et à Québec. La liste d'attente longue, ça dépend ce qu'on veut dire, mais c'est moins d'1 an d'attente, je vous dirais à peu près. OK, merci beaucoup. Je vous dirais, au CHUM, 6 mois et 1 an et demi, c'est peut-être ça à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. À la fin, vous avez parlé de la neuromodulation, puis il y avait comme 3 catégories. Il y avait la stimulation du nerf vague, du thalamus, puis le troisième, j'ai pas bien compris. J'ai pas eu le temps de noter le nom. Oui, c'est ça. Ça s'appelle en anglais responsive neurostimulation. Donc, en français, la traduction officielle qui est un peu difficile à traduire, c'est la neurostimulation asservie, A-S-S-E-R-V-I-E. OK. En anglais, c'est responsive. C'est une technique qui est officiellement non disponible au Canada. OK? C'est une technologie. Ouais, c'était ça un peu ma question. Pourquoi il est là aux États-Unis puis pas ici? Il faudrait demander à la compagnie en tant que telle, mais c'est pour des raisons. C'est pas pour des raisons médicales. C'est plus des raisons. C'est un business aussi, là, malheureusement, là, parfois. Cela dit, nous, puisque on a certains cas exceptionnels qu'on pense qui seraient
pour qui ce serait la meilleure option. OK? Donc, on en a. Mhm. Que ce soit ici au CHUM, je pense même à Québec, pour avoir parlé avec des collègues récemment, à Sainte-Justine aussi, et à Toronto et à London, en Ontario, ils ont fait quelques cas aussi, où on peut faire une demande spéciale, d'autorisation spéciale pour certains patients, mais très sélectionnés pour pouvoir le faire. Donc, on peut le faire, mais c'est, disons, moins facilement accessible. Donc, mais nous, que ce soit facilement accessible ou pas, c'est pas ça qui est important. Nous, on veut le meilleur traitement pour les patients et on va faire les démarches nécessaires si on pense que que le patient est candidat ou la patiente est candidat. OK, merci beaucoup. Puis merci pour la conférence aussi. Avec plaisir. D'autres questions? Je pense qu'on est passé au travers de toutes les questions qui ont été posées. Un énorme merci. Le témoignage est venu confirmer ce qu'on a dit au début de votre présentation. Un immense merci, sincèrement. J'espère que nos membres ont été satisfaits par cette... en tout cas, moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Je peux vous dire que malgré tout, Dr Obaid est toujours présent, que ce soit pour soutenir notre cause, à quelconque événement que nous organisons, il se propose toujours. Donc, sachez que il y aura encore des occasions où on pourra, je pense, l'inviter. Vous accepterez toujours, hein, Dr Obaid? Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci infiniment. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, des interrogations, vous voulez quelconque question, vous pouvez passer par l'Association québécoise d'épilepsie qui pourront m'acheminer les courriels ou les questions que vous avez, que ce soit pour des questions plus personnelles ou des questions plus générales, ça me fait plaisir. Alors, on est toujours là pour essayer de supporter, oui, les membres de l'association, mais surtout les patients qui sont atteints d'épilepsie et qui sont invalidés. Là, c'est des remerciements qui rentrent. Donc, merci pour les membres, merci pour votre présence. Je pense qu'on peut clôturer de cette façon. Oui, voilà, il n'y a que des remerciements qui sont en train de rentrer. Donc, un immense merci, Dr Obaid, encore, et à la prochaine. Ça fait plaisir. Merci à vous. Voilà. Passez une belle soirée. Au revoir.